Cet épisode est rendu possible grâce à la participation de Julie Morin à la campagne de sociofinancement avec la ruche réalisée pour donner vie au podcast L'écho du bien-être. Bonjour à tous, je m'appelle Julie Morin. Je suis une multipotentielle passionnée par l'humain, la santé globale et la conscience entrepreneuriale. J'ai cette capacité et ce bonheur de porter plusieurs chapeaux, toujours avec une même intention, accompagner les personnes et les entreprises vers plus d'équilibre, de vitalité et de clarté. Je suis massothérapeute spécialisée en approche thérapeutique et bien-être où le corps devient un messager précieux. Je suis également facilitatrice en constellation familiale, un outil puissant de libération transgénérationnelle et de réalignement autant personnel que professionnel. À cela s'ajoute mon rôle de partenaire Prove-It où j'accompagne les gens vers une meilleure énergie, une santé métabolique optimisée et une performance durable grâce aux cétones exogènes et au biohacking conscient. Être multipotentiel, pour moi, ce n'est pas me disperser, c'est relier le corps, l'esprit, l'énergie et l'entreprise. J'accompagne les individus et les organisations à créer une santé durable, alignée, humaine et consciente, parce qu'une entreprise en santé commence toujours par des humains bien ancrés. Bienvenue au podcast L'écho du bien-être. Aujourd'hui, on termine une saison où on a beaucoup parlé de bien-être, de gestion du stress, performance humaine, d'énergie. Mais pour ce dernier épisode, j'avais envie d'ouvrir une porte différente. Parce que le bien-être au travail, ce n'est pas seulement ce qui se passe à l'intérieur de nous, c'est aussi ce qui se passe entre nous. Et parfois, ce qui crée le plus de tension, ce n'est pas la charge de travail, c'est simplement le fait de ne pas se comprendre. Des non-dits, des interprétations, des façons de voir les choses qui ne se ressemblent pas. Et c'est exactement là que la communication interculturelle devient essentielle. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Shiraz Besbes qui accompagne les organisations à mieux comprendre ces réalités et à créer des ponts là où trop souvent il y a des incompréhensions. Dans cet épisode, on va démystifier ce qu'est réellement la communication interculturelle, voir concrètement ce qui se passe sur le terrain et surtout comprendre comment ça peut transformer en profondeur le climat de travail et le bien-être des équipes. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue au podcast L'écho du bien-être. Cette semaine, encore une très belle rencontre inspirante. Pour ce dernier épisode d'ailleurs de la deuxième saison, j'ai le plaisir de recevoir Shiraz Besbes. Shiraz, bienvenue à L'écho du bien-être. Bonjour Alain, merci beaucoup pour l'invitation, pour cette belle opportunité. Merci. C'est un grand plaisir et d'autant plus qu'aujourd'hui, on va aborder un sujet complètement différent de ce qu'on a abordé jusqu'à maintenant dans tous les épisodes. On parle beaucoup du bien-être en termes de santé physique, en termes de santé mentale, mais au-delà de ça, donc le bien-être, ça va beaucoup plus loin. Et aujourd'hui, on va donc parler de communication interculturelle. Et avant de rentrer, Shiraz, dans le vif du sujet, donc j'aimerais bien que tu prennes un moment pour te présenter à nous, donc nous dire un peu qui tu es et ce que tu fais ainsi que ton parcours. Alors, moi, je travaille en communication interculturelle et aussi je suis conférencière de mon parcours migratoire. Alors, moi, je suis arrivée en 2001 au Québec et j'ai fait beaucoup de boulot. J'ai travaillé dans le domaine financier, j'ai enseigné, j'ai travaillé en entreprise privée et je voyais que la communication interculturelle est vraiment importante en entreprise parce que quand elle n'est pas bien faite ou quand elle est faite d'une façon, on va dire, maladroite, à ce moment-là, ça peut freiner l'employé qui veut avancer, ça peut freiner aussi l'employeur parce qu'il y a des genres de malaise, mais ça peut aussi freiner la rentabilité et l'efficience de l'entreprise. Alors, depuis 2023, moi, j'ai parti mon entreprise et je travaille afin de, disons, transformer tout ce qui est malaise interculturel en confiance. Beau parcours et ça va vraiment être intéressant donc d'approfondir tout ça ensemble. Mais pour commencer, Shiraz, est-ce que tu peux nous expliquer un peu, donc lorsqu'on parle de communication interculturelle, qu'est-ce qu'on entend exactement par là? Alors, la communication interculturelle, c'est pas parce qu'on parle des langues différentes
il faut de la communication interculturelle. C'est pas seulement une différence de langue. Quand on arrive dans un nouveau pays, on arrive avec notre bagage et malheureusement, on n'a pas la touche reset pour se reconstruire complètement à zéro. Alors, on arrive avec des valeurs, on arrive avec un rapport avec le temps, avec la hiérarchie. On arrive aussi avec un certain rapport avec nos employeurs en communication verbale et communication non verbale aussi. Alors, tout peut être différent pour la personne qui arrive dans notre pays, mais aussi pour les personnes qui sont natives du pays et qui sont là depuis des années, parce que pour eux aussi, c'est différent. Alors, c'est ça la communication interculturelle, c'est de remettre ces personnes-là de différentes cultures, disons, pour ils communiquent d'une bonne façon et qu'on prenne le temps de bien décoder ces différences-là et les respecter chacun de son bord. Oui, et c'est quelque chose, j'imagine, parce que tu dis que ça fait quand même, donc, déjà, toi, un bon bout de temps que tu es arrivé ici, mais c'est quelque chose qui est de plus en plus commun, hein. On l'entend souvent, donc, dans les entreprises, donc, les gens qui vont aller chercher, donc, des ressources, donc, dans différents pays, et ça, c'est quelque chose qui est extraordinaire, parce que ça amène un côté qui est tellement précieux avec une belle diversité, mais est-ce que tu dirais, donc, que c'est un phénomène qui est quand même plus récent, ou c'est quelque chose qu'on voit quand même depuis longtemps? C'est pas un phénomène récent. Depuis toujours, le Québec, il y a eu des personnes qui viennent de partout dans le monde. Le Québec, c'est quand même, et le Canada en général, c'est un pays qui est basé sur l'immigration, comme l'Australie, par exemple. Alors, ce n'est pas un phénomène qui est récent. Mais j'aime beaucoup le thème, Alain, sur lequel tu travailles souvent, le bien-être au travail, le bien-être des employés, mais de l'employeur et de tout le monde dans l'organisation. Alors, afin disons, de baisser la charge mentale, afin de ne pas être tout le temps stressé, méfiant, ne pas oser dire une chose pour ne pas froisser l'autre. Au Québec, on veut pas faire du mal, on veut être gentil, on veut pas que les gens soient fâchés, etc. Alors, c'est là où moi j'interviens. Comment est-ce qu'on peut décoder les différences culturelles des personnes? Donc, pour répondre à ta question, non, c'est pas récent, mais il y a de plus en plus d'intervenants parce qu'on est de plus en plus conscient qu'il faut vraiment prendre soin de notre monde au niveau du travail. Ne pas laisser les choses aller, ne pas laisser aussi les frustrations, ne pas laisser les incompréhensions grandir. Et ça, on risque de perdre des ressources qui n'est pas idéal ou on risque aussi de mettre nos ressources en péril au niveau de leur santé mentale. Donc, c'est pas du tout récent. C'est vraiment, on prend de plus en plus soin et on prend de plus en plus compte. Absolument. Et tu as apporté un point, Shiraz, vraiment que je trouve intéressant. C'est que dans le fond, lorsqu'on parle de la communication, c'est pas juste dans ce qu'on va dire, mais parfois c'est dans ce qu'on n'ose pas dire. Hein, parfois, on n'ose pas le demander parce qu'il y a un malaise qui Mhm. s'installe, puis on dit comment je vais être perçu si je demande cette chose-là. Hein, des fois, on a peur, c'est ça, de blesser les gens, de déranger, mais en ne le faisant pas, ben ça apporte justement des limites qui font justement que la communication est pas optimale. Exactement. Et on est des humains, hein? On n'est pas des robots. Alors, avoir des billets inconscients, c'est normal. On en a tous. Tu en as certainement, j'en ai, tout le monde en a. Mais laisser ce biais inconscient prendre la place, c'est ça le danger. Alors, quand on est conscient qu'on a des biais inconscients, alors à ce moment-là, on est capable de le détourner. Est-ce que la décision que je prends, elle est due à mon biais inconscient ou est-ce que c'est une décision qui est plus objective et qui est plus extérieure? Donc, c'est là où c'est important de comprendre ces différences-là pour ne pas laisser nos biais inconscients prendre la place. Oui, tout à fait. Et dis-moi, Shiraz, est-ce que tu pourrais nous donner justement des exemples, justement, de malentendus, par exemple, que tu as déjà pu observer, justement, Mhm. pour cause de communication? Oui, effectivement. Alors, en entreprise, ce que je vois souvent, c'est que, il y a des personnes en réunion, ils n'osent pas intervenir. Alors, quand on n'ose pas intervenir, parfois l'employeur va voir ça comme une personne qui n'est pas proactive, qui n'est pas de belles idées, qui n'est pas intéressée par les sujets. Alors que dans d'autres cultures,
le fait de ne pas intervenir, c'est un signe de respect parce qu'on ne veut pas froisser, parce qu'on n'est pas on n'est pas à un niveau assez élevé au niveau de la hiérarchie, donc on ne veut pas prendre la place du gestionnaire, disons. Alors, il y a ça. Un autre exemple que je peux te donner de ma vie personnelle, et moi, je donne toujours dans mes formations, c'est ma façon de faire, c'est que je parle de mes 25 ans ici au Québec. J'ai travaillé avec une personne pendant des années et j'étais pas capable de prononcer son prénom. Je l'appelais Monsieur Tel. Je ne dirais pas c'est quoi son nom de famille. Je l'appelais Monsieur Tel. Elle me dit, Shiraz, on a le même âge. Appelle-moi Michel. Je suis pas capable. Je suis pas capable. Alors, ça a créé une petite distance et à un certain moment, on s'est assis. Il m'a dit, je comprends pas pourquoi tout le monde ici m'appelle Michel, t'es la seule. Laisse-moi du temps. Parce que moi, dans ma culture, je ne peux pas appeler mon directeur Michel par son prénom. Alors, ça a pris beaucoup de temps et finalement, la journée qu'il a donné sa démission, j'ai dit, ben, bonne chance, Michel. Ça a été ça. Mais on en a parlé, on a jasé et moi, je dis toujours que pour les personnes issues de l'immigration, la meilleure chose que vous pouvez leur offrir en tant qu'employeur, c'est le temps. C'est la meilleure épice parce qu'on a besoin de temps pour pouvoir moduler ou disons adapter certaines choses de nos comportements. Oui, tout à fait. Et comme je suis quelqu'un, Shiraz, qui est très positif de nature, donc là, on a donné un exemple de malentendu, mais d'un autre côté, est-ce que tu peux nous donner justement un exemple de quelque chose que tu as vu de beau, qui était justement issu d'une bonne communication? Oui, certainement, certainement. Il y a des entreprises qui font dans leur milieu de travail, ils vont créer un espace très bienveillant, sécurisant, où les gens peuvent échanger par rapport aux différences culturelles, par rapport aux façons de faire. Donc, de temps en temps, ils s'assoient, tu sais, ils font comme un genre de planning, si on veut, un agenda, un calendrier, et ils vont faire des rencontres pour discuter. Michel nous donnait le jeudi. Alors, jeudi, c'était pour parler un peu des cultures parce qu'on travaillait dans un milieu qui était très, très multiculturel. Alors, jeudi, on pouvait présenter c'est quoi nos différences, c'est quoi nos points communs, etc. Alors, moi, je trouve que c'est un très, très bon exemple. Et ce que j'ai vu aussi, c'est que de temps en temps, il y a certains besoins. Ce que j'ai vu dans une entreprise, c'est qu'il y a une personne qui était pieuse et qui avait sa religion, qui devait aller faire sa prière. Donc, l'entreprise, elle s'est assise avec cette personne-là et lui a dit, bon, ben, avec tous nos respects, il n'y a pas de problème, c'est votre droit, mais il ne faut pas arrêter il faut pas arrêter la chaîne de travail si on veut. Alors, ils ont aménagé son horaire de telle sorte que ses pauses coïncider avec ses heures de prière. Donc, il faut s'asseoir avec les personnes, il faut communiquer, il faut trouver un moyen de trouver un bon milieu, si on veut, un bon compromis ou un pan de communication entre nous. Oui, tout à fait, hein. Puis tu vois, c'est pas quelque chose justement qui est très compliqué, ce dont justement tu nous parles, et qui peut faire justement toute la différence. Alors quand on prend le temps, c'est ça, de s'asseoir, de comprendre l'autre, de discuter et de parler justement de perspective. Donc comment on peut faire ça pour que ça puisse bien répondre aux besoins de tout le monde? Ben c'est extraordinaire comme la magie peut se produire. Et si on regarde, Shiraz, du côté vraiment de l'entreprise. Donc, comment tu vois justement dans tout ça à la fois le rôle des gens qui s'occupent des équipes, donc des gestionnaires, et le rôle aussi à la fois donc des personnes sur le terrain, des employés, parce que je pense que c'est un petit peu le rôle justement de tout le monde, hein. Je pense que tout le monde doit participer justement à ça pour apporter des bons résultats. Donc, si on regarde du côté des gestionnaires, qu'est-ce qu'on peut faire justement pour améliorer les choses? C'est quoi le rôle de ces gens-là? C'est de donner de la place aux personnes qui viennent d'ailleurs, de les responsabiliser. Tu sais, il y a des balises. Dans une entreprise, on a tout le temps des balises, des règles. Un, s'assurer que les règles et ces balises-là sont bien comprises et qu'ils doivent être respectés, les expliquer les impacts si jamais ces balises-là ou ces règles-là ne sont pas respectées et aussi responsabiliser les personnes, comme j'ai expliqué tout à l'heure pour la personne qui devait faire sa prière. Ben, on l'a responsabilisé et on l'a impliqué
dans la prise de décision. Et je trouve ça extraordinaire parce que on peut pas juste dire ça va être comme ça et c'est tout et je m'en fous. Alors, si on veut avoir des employés qui sont motivés, qui se sentent respectés, qui se sentent entendus, et peu importe la culture, peu importe, même si on est natif ici du Québec, on a besoin de reconnaissance, on a besoin d'être entendu, on a besoin d'être respecté dans notre milieu de travail. Alors, il n'y a pas de différence. Donc, pour moi, c'est ça un bon milieu de travail, c'est qu'on a cet espace-là et qu'on puisse impliquer les gens dans les décisions et qu'on puisse communiquer comme il faut. Oui, effectivement, c'est ça. Je pense que c'est le rôle de tout le monde, hein. Je pense que tout le monde doit mettre, comme on dit, son grain de sel, justement, dans la Exact. situation pour qu'on puisse, justement, avoir un milieu épanouissant. Puis c'est drôle parce que tantôt, justement, tu racontais différentes situations. Puis ça m'a fait repenser à une situation donc, qui nous avait vraiment fait rire à l'époque. J'étais étudiant dans ce temps-là et on avait donc une fille qui était avec nous. Ça faisait quelques années qu'elle était au Québec et il y avait quelqu'un souvent, lorsqu'il la voyait, qui la saluait, mais d'un geste physique. Puis elle a dit que donc dans son pays, donc dans sa culture, ce geste-là, ça veut dire viens ici. Fait qu'elle dit lorsque la personne m'envoyait la main pour me saluer, elle dit, je me déplaçais toujours pour aller la voir. Puis là, je me disais toujours, mais comment ça? Elle m'appelle, puis quand j'arrive, elle s'en va. Donc, tu sais, des fois, c'est banal hein, comme geste, comme situation, mais on voit à quel point des fois, c'est des petites choses comme ça. Tu sais, nous, à l'époque, on avait trouvé ça bien drôle, puis elle aussi, elle avait beaucoup ri avec nous justement de la situation, mais on voit à quel point des fois, des petites choses peuvent semer justement de l'incompréhension. Hein, ça prend pas beaucoup de Exactement, choses. exactement. Parce que c'est pas un défi par rapport à la personne. C'est vraiment un défi par rapport à la lecture et aux codes qui sont différents. Alors, juste le temps qu'on comprenne les nouveaux codes ou qu'on s'adapte aux nouveaux codes et qu'on s'adapte d'un côté et de l'autre après ça va bien. Ben oui, tu vois, j'avais pas pensé avant, puis c'est quand tu parlais que ça m'a fait penser à ça. Je me suis rappelé de cette situation qu'on Oui, avait trouvée très, très, très sympathique. Puis en même temps, tu vois, le fait d'avoir amené la situation, ben ça nous a permis justement au niveau culturel de découvrir des nouvelles choses. Des fois qu'on sait pas, tu dis, ah oui, ok, je savais pas, par exemple, que dans tel pays, donc on saluait comme ça, que tel geste, ça voulait dire telle chose, qu'ici veut dire quelque chose de différent. Donc ça nous permet même d'apprendre des choses et ça devient très, très intéressant. exactement. Et moi, je me dis toujours, quand je donne mes conférences de mon parcours migratoire, je commence toujours ma conférence en disant, je suis une personne privilégiée parce que quand je suis arrivée au Québec, je parlais déjà le français. Mais quand je suis arrivée au Québec, ben, je comprenais pas grand-chose. Pareil. Tu sais, pourtant, je parlais bien le français, j'ai étudié en français, j'étais très en contact avec la culture française, mais mon Dieu, c'était un autre monde pour moi. Et petit à petit, j'ai commencé à comprendre. Je ne comprenais pas l'humour. Pour moi, Marc Labrèche, c'était n'importe quoi, alors qu'aujourd'hui, il me fait rire. Mais c'est plein de petites choses comme ça qu'on vit à tous les jours. Et ce que je peux te dire, que quand on vit ça à tous les jours, c'est c'est vraiment difficile physiquement. C'est très difficile parce que ça nous prend énormément d'énergie, parce qu'à chaque fois, on doit demander des éclaircissements, on doit demander de la traduction si on veut, et parfois on est gêné parce qu'on ne veut pas démontrer qu'on est incompétent. Mais c'est pas de l'incompétence, c'est juste une différence de code. Mais quand on vient d'ailleurs, on est plus gêné de demander l'éclaircissement de ces codes-là qui sont complètement différents. Oui, tout à fait. Puis je trouve ça intéressant ce que tu apportes aussi parce que on parlait justement tantôt comment la communication interculturelle donc peut affecter le bien-être. Donc moi je le voyais vraiment plus en termes de justement de conflits que ça peut créer. Mais là tu apportes un autre côté qui est même au niveau physique quand tu dis que ça nous demande une énergie donc de toujours justement se questionner, d'aller chercher l'information. Fait que ça je l'avais pas vu justement par rapport à cette sphère-là. Mais donc ça veut dire que même physiquement donc, ça va avoir aussi un impact au niveau énergétique. Énormément, énormément. Il y a plusieurs personnes qui tombent en dépression, il y a des personnes qui font des burn-out. Il y a le stress aussi, on a des mal de ventre, on n'est pas bien, on est cerné. C'est incroyable parce que c'est à tous les jours. C'est à tous les jours qu'il faut essayer de passer à travers tout ça. Moi, quand je suis arrivée, mon ex-conjoint et moi, on avait 3 enfants.
Alors, il faut aussi, l'école, éduquer les enfants, leur expliquer le système, déjà nous, comprendre le système scolaire, mais leur montrer les devoirs. Mais en parallèle, il faut faire notre CV qui est complètement une façon différente de faire le CV. Alors, il faut chercher une formation pour ça, la trouver, suivre la formation, postuler sur des postes qu'on ne comprend vraiment pas les dénominations des postes. C'est d'autres noms. Et dans le temps, moi, je suis arrivée en 2001, ça faisait quand même un petit bout. Je te dirais que l'Internet, Google, c'était pas aussi intuitif qu'aujourd'hui. Alors, la recherche était beaucoup plus difficile. C'est sûr qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de regroupements de personnes, de communautés, etc. Il y a plus de facilité, mais dans le temps, disons, c'était pas si évident que ça. Et on n'oublie pas que ces personnes-là, la majorité, ils ont perdu tout leur, disons, environnement familial. Avant, la maman, la belle-maman, la tante et tout ça, aidaient à s'occuper des enfants. Mais là, on se retrouve ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on s'absente parce que l'enfant est malade? Ben, j'ai peur de perdre mon emploi. Alors, c'est toute cette insécurité-là. Et ce que je te disais tout à l'heure, moi, je suis privilégiée. Je suis arrivée comme résidente permanente. Mais imagine des personnes qui ont l'épée Damoclès sur leur tête avec un permis temporaire. Il y a encore beaucoup plus d'insécurité. Absolument, hein. Quand nous, on est dedans, on se rend pas compte justement de tout ce que ça implique, mais justement de l'entendre justement d'une personne qui l'a vécu et qui côtoie justement des gens qui le vivent, ça nous fait prendre conscience à quel point ça touche à tellement de sphères. Donc, je peux comprendre effectivement que tout ça, donc, ça peut vraiment avoir un immense impact au niveau justement du bien-être au quotidien. Mais heureusement, on a des personnes justement qui offrent des services qui peuvent aider justement les gens en ce sens-là. Tu en fais partie, Shiraz. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un peu justement, toi, de ton côté, comment tu peux aider justement les entreprises à bien naviguer à travers tout ça? Comment tu accompagnes les entreprises justement pour favoriser justement cette communication-là et faire en sorte donc que tout le monde puisse y trouver justement son bonheur? En fait, moi, la façon que je fonctionne, avant d'arriver en entreprise, je fais un questionnaire pour voir où est-ce qu'ils sont rendus, cette entreprise-là, où est-ce qu'elle est rendue. Est-ce qu'il y a déjà eu de la sensibilisation? Est-ce qu'il y a des défis qu'ils vivent ou ils n'ont pas encore eu de défis? Et s'il y a des défis, de me donner des exemples des défis qu'ils vivent. Et à partir de ce questionnaire-là, je vais bâtir une formation qui est sur mesure adaptée à cette entreprise-là. Donc ça, c'est une façon que je fais. Une autre façon, c'est de sensibiliser avec ma conférence. Je donne une conférence sur mon parcours personnel, mais tout en passant à travers pas mal de théories. Alors, mais le storytelling est toujours intéressant parce que c'est ça que les gens retiennent finalement. C'est l'histoire. Alors, quand je raconte l'histoire, et je prends toujours un peu de temps à la fin de la conférence pour répondre aux questions, les gens vont être sensibilisés. Mais moi, mon idée, c'est pas seulement la prise de conscience, mais plutôt le changement de, disons, de vision ou les changements de réflexe. Donc, quand on est sensibilisé, on est plus, disons, porté à changer notre façon de faire, à mettre de côté nos biais inconscients, etc. Alors, moi, c'est ma façon, mais je peux aussi, ce que j'offre, c'est du coaching, c'est des journées aussi complètes de formation. Je peux répondre aussi à des personnes Teams, je fais souvent ça pour des personnes qui sont issues de l'immigration, qui me contactent sur LinkedIn. Alors, parfois, je prends des personnes comme ça, mais ça me fait plaisir parce que j'ai pas eu d'aide quand je suis arrivée. Je suis zéro aide, là. Alors, j'essaye d'aider les personnes qui arrivent aussi, selon mes connaissances. C'est sûr que si on a besoin de personnes qui sont beaucoup plus spécialisées, je vais aussi les diriger vers ces personnes-là. Alors, c'est ça ma façon de faire. Mon plus, ce que je fais, c'est que je ne donne pas seulement la théorie, c'est que je parle de mon vécu. Et c'est ça que les gens retiennent et c'est ça les retours positifs que j'ai souvent de mes clients, c'est qu'ils me disent, waouh, là on comprend mieux parce que c'est du vécu, c'est pas seulement de la théorie. J'ai eu dernièrement, la semaine dernière, c'était vraiment intéressant comme expérience, je voulais t'en parler. La semaine dernière, j'ai assisté à une rencontre virtuelle de réseautage. Et il y avait une personne qui était
conseillère en sécurité financière alors qui vendait les assurances et tout ça. Et elle me dit, Shiraz, elle dit, moi, les personnes de telle culture, que je nommerai pas, elle dit, j'ai de la difficulté à leur offrir de l'assurance vie. Je ne comprends pas pourquoi. Ben, j'ai dit, il faudrait peut-être t'informer un peu parce que peut-être que c'est tabou pour eux vendre de l'assurance vie. J'ai dit, je sais que dans ma culture, quand je suis arrivée au Québec, c'est ça le travail que j'ai fait. Et je ne pouvais pas vendre des assurances à des personnes de la même culture que moi parce qu'à ce moment-là, les personnes me disaient, ben là, parle-moi pas de mort parce que sinon la mort va arriver. Tu sais, il y a comme une peur un peu de la mort. Je dis en plus, selon les religions, tu sais, il faut s'informer, il faut aller plus loin, il faut poser des questions. Ben, elle dit, j'arrive pas à percer ce marché-là, donne-moi des trucs. Ben, je sais que cette communauté-là, ils viennent souvent ici pour l'avenir de leurs enfants et ils veulent que les enfants fassent des études et ils veulent que les enfants réussissent. Ben, je dis, commence par les régimes épargne-études. Probablement, tu vas développer une belle relation de confiance et après ça, tu pourras parler d'assurance vie. Donc, c'est ça, c'est ce que je fais. J'aide un peu les gens à voir ça d'un autre côté, une autre façon de voir les choses qui est différente, qui n'est pas seulement ce que nous vivons à tous les jours. Donc, c'est ça. Ben absolument, puis je trouve ça vraiment intéressant ce que j'entends. Et dans le fond, ce que j'en conclus, c'est que toi, t'arrives pas donc avec un programme qui est déjà tout fait, puis dire ben moi mes services c'est ça. Alors tu prends vraiment le temps, donc tu dis même de commencer par aller tâter sur le terrain pour vraiment bâtir quelque chose qui répond justement aux préoccupations ou aux besoins de ce milieu-là. Et quand tu parlais tantôt que tu donnais de la formation, donc ça porte sur quoi exactement? Est-ce que c'est plus une formation orale? Est-ce que des ateliers à travers ça, donc du pratique? C'est quoi exactement donc la formation que tu peux offrir? C'est sûr que je parle dans mes formations, je fais des jeux, je parle de la théorie, mais comme je te disais tout à l'heure, je commence par le questionnaire. Et quand ils me donnent des exemples de ce qu'ils vivent en entreprise, je prends ces exemples-là et je fais des exercices interactifs avec eux pour qu'ils puissent être interpellés parce que c'est leur quotidien et c'est ce qu'ils vivent. Alors, à partir de ces défis-là, on va voir les choses différemment. Alors, si on la voit de l'autre côté du miroir, on va voir ça de l'autre culture, de l'autre partie de la culture. Comment est-ce qu'on peut voir ça différemment? Alors, est-ce qu'on peut l'interpréter différemment? Est-ce qu'on peut avoir quelque chose, une autre vision? Et c'est là que les gens disent, j'ai pas vu ça comme ça. Ouais, coudonc, c'est peut-être ça. Alors, ce que je dis toujours, ben, allez demander aux gens, allez leur poser des questions. Et même si on fait une erreur, Alain, désolé, j'ai fait une erreur, ça coûte rien, c'est pas grave, tu sais, mais juste garder la communication ouverte et discutons ensemble pourquoi il y a eu ça, comment est-ce qu'on peut corriger, comment est-ce qu'on peut faire. Donc oui, mon intervention, oui, de la formation, oui, de la théorie, mais je suis beaucoup plus une fille de pratique. J'aime beaucoup tout ce qui est interaction. J'aime la co-construction aussi. Comment est-ce qu'on peut faire des documents qui vont parler à tout le monde, qui vont être utilisés dans le milieu en particulier. Et est-ce que c'est toi qui, lorsque tu vas justement collaborer avec une entreprise suite à des observations que tu vas faire, ou là tu vas dire, ben je pense qu'ici finalement, je pense que mon mandat est terminé, là. Je pense que je vois le fruit justement de ce que j'ai apporté, ou est-ce que c'est plus l'entreprise? Est-ce que c'est des mandats qui sont comme prédéterminés? Par rapport à l'évaluation du travail, tu veux dire? Oui, c'est ça. Par exemple, toi, quand tu rentres dans une entreprise, est-ce que c'est déterminé, par exemple, que tu vas être là, mettons, pour 3 jours de formation, par exemple, ou si tu vas rester dans une entreprise et collaborer avec elle jusqu'à temps qu'il y ait des besoins? Au fait, ce que je fais, c'est que je fais une analyse de besoin de l'entreprise et suite à cette analyse de besoin, je fais ma proposition. Je dis à l'entreprise, vous avez peut-être besoin au départ d'une conférence de sensibilisation, mais après ça, on va prendre 2 jours de formation. On pourrait faire des formations avec les cadres. On peut faire des formations avec les personnes qui viennent de cultures différentes aussi. Parce qu'il faut aussi parler aux personnes qui viennent d'ailleurs, parce qu'il faut que les deux en fassent des pas. Et j'avais fait une intervention, Alain, qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup touchée l'année dernière. C'était une entreprise où j'ai donné un atelier en communication de 3 heures avec les chefs d'équipe.
Mais avant ça, j'ai parlé avec les personnes qui venaient d'arriver, c'était des travailleurs temporaires. Alors, j'ai parlé avec eux pendant une heure et demie dans la salle. Après, ils sont partis et j'ai reçu les chefs d'équipe et j'ai fait ma formation de 3 heures. J'ai contacté par la suite les ressources humaines et je leur ai dit, j'aimerais ça reparler aux personnes, les travailleurs temporaires, juste pour voir s'ils ont remarqué des différences de comportement, etc. Et dès que la caméra du Teams a allumé, ils m'ont dit, Madame, qu'est-ce que vous leur avez dit? J'ai dit, ben, pourquoi? Ils m'ont dit, c'est la première fois qu'on nous voit comme des humains. Et ça, c'était très, très fort. Et là, j'ai dit, comment ça, ils vous ont vu comme des humains? Il disait, avant, on nous voyait comme des outils de travail. Mais depuis l'atelier que vous avez fait, on nous regarde plus comme des humains. Ils viennent s'asseoir avec nous à notre dîner. Ils veulent savoir qu'est-ce qu'on mange, c'est quoi nos traditions, c'est quoi notre culture. Ils nous ont même invités à aller chasser avec eux, à aller faire l'épicerie. Il y a un chef d'équipe qui a invité un employé chez lui. Alors, c'est ça ce qui s'est passé dans cette entreprise-là. Et moi, pour moi, ça a été la plus belle récompense au monde. Parce que j'ai vu effectivement cet impact-là qui était super positif. En tout cas, pour moi, ça a été positif pour les employés temporaires, mais pour les chefs d'équipe aussi, parce que, veux pas, ces chefs d'équipe-là, ils vont apprendre des nouvelles choses, des nouvelles façons de faire, des nouvelles cultures, etc. Alors, pour moi, ça a été vraiment une très, très belle expérience. Ah oui, j'en doute pas. Écoute, je t'entends la raconter justement et j'en ai des frissons là. Tellement je trouve que c'est beau et tu vois à quel point justement ça peut ouvrir sur des choses extraordinaires. Parce qu'imagine justement, ben toi justement tu le vois justement, tu le ressens, mais tout ce que ça peut changer justement dans un milieu de travail et pour tout le monde, hein, comme tu disais, pour ces gens-là, tu sais déjà en partant de dire, écoute, c'est la première fois justement qu'on nous voit comme des humains. Alors imagine ce que ça peut changer dans la vie justement de quelqu'un. Puis après ça, ben ça vient changer l'univers de tout le monde. Hein, comme tu disais, donc on apprend les uns des autres, on partage, on n'est plus que des travailleurs et des équipes de travail, on devient une famille, on devient des relations. C'est Exact. tellement riche, vraiment, je trouve ça extraordinaire. Exactement. Et quand je donne des conférences, moi, j'en parlais hier à mon conjoint, quand je donne des conférences, je parle beaucoup de mon amie. Alors moi, j'ai connu une amie, Claudine, 2 ans après mon arrivée du Québec. Claudine, j'ai été au shower de sa fille samedi, là. On est comme des sœurs, les deux. On est restés depuis 2003 jusqu'à aujourd'hui très, très proches. Claudine, c'est mon pilier. Alors, c'est elle qui m'a appris beaucoup de choses, à décoder beaucoup de choses ici au Québec. C'est elle qui m'a guidée. C'est elle à chaque fois que j'ai quelque chose que je ne comprends pas, je l'appelle, mais Claudine, dis-moi ça, c'est quoi? Je ne comprends pas. Et là, elle me l'explique. Elle a une façon aussi particulière disons, de vulgariser les choses. Et c'est une fille qui voyage beaucoup et qui est très, très ouverte et qui a cette sensibilité-là. Pour moi, avoir quelqu'un, une référence, pour moi, c'est tellement important. Et pour revenir à mes conférences, plusieurs fois, pas une, pas deux. Quand je finis ma conférence, j'ai souvent quelqu'un qui vient me voir. Shiraz, j'aimerais ça être ta Claudine. Alors, je dis, ce que je leur dis à chaque fois, ben, trouvez d'autres Shiraz autour de vous et vous allez pouvoir être la Claudine d'une autre Shiraz. Alors ça, je trouve ça important parce que oui, il y a le travail. Oui, on passe beaucoup de temps dans le travail, mais on passe pas assez de temps à la maison. Donc, on a besoin de gens de référence qui font la prolongation. Je suis consciente que c'est pas tout le monde au travail qui va devenir l'ami de tout le monde, là. Mais on peut-tu avoir une ou deux personnes qui pourront être comme des référents, avoir des jumelages? Je trouve, moi, le mot jumelage et la façon de travailler avec de jumelage tellement extraordinaire. On le fait en milieu de travail, le jumelage. On le fait quand c'est des nouveaux employés. Ben, faisons-le aussi au niveau interculturel pour avoir des références, pour avoir des gens qui décodent ces codes-là. Je suis tellement d'accord avec ce que tu dis et à quel point justement ça peut faire toute la différence dans la vie de quelqu'un. Dis-moi, Chaz, justement, une fois que les milieux de travail donc vont avoir mis en place donc justement les formations, les conférences,
Une fois qu'on va vraiment avoir travaillé à améliorer justement cette communication-là dans les entreprises, si toutes les entreprises justement mettent la main à la pâte, comment tu vois l'entreprise de demain? Alors, qu'est-ce que tu penses que ça va changer dans les milieux de travail et dans la vie de tous les gens? Changer, c'est qu'on va plus travailler ensemble et on va être plus bienveillants l'un envers l'autre. Moi, là, c'est ça ce que j'aspire, c'est que on est tous des humains. On a tous les mêmes objectifs. C'est d'avoir un bon travail, d'avoir une bonne carrière, de s'occuper de nos enfants, de bâtir un patrimoine, peu importe, d'être en santé, de faire des activités. Tu sais, on a à peu près, tout le monde a à peu près les mêmes objectifs, sauf les rares exceptions, c'est sûr. Alors, dans disons, mes rêves les plus fous, c'est qu'on soit vraiment bienveillant l'un envers l'autre, qu'il n'y ait pas d'intimidation, qu'il n'y ait pas des micro-agressions, mais qu'on tende la main aux gens et qu'on leur dit comment est-ce que je peux t'aider aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux faire pour que ça se passe bien? Et je comprends que tu viens d'ailleurs, peut-être les codes sont différents, peut-être que j'ai été maladroit, ben c'est pas grave, j'en suis désolée. Alors, c'est plus, moi, l'entreprise de demain, je la vois bien vers, je suis peut-être des lunettes roses, bien que c'est pas si rose que ça, mais je peut-être les bisounours, je vis dans un monde de bisounours, mais moi, c'est ça ma façon de voir les choses, c'est que plus on est bienveillant avec les autres, meilleure est l'ambiance de travail. Et on revient toujours à ton concept, Alain, le bien-être au travail. Et ça en fait partie. Quand on a une belle ambiance au travail, quand on aime aller travailler le matin, c'est qu'on est bien dans ce milieu-là et on y va avec cœur et on donne le maximum qu'on peut et on est bien physiquement, moralement, psychologiquement, peu importe. Et c'est bien pour l'employé, c'est bien pour l'employeur et c'est extraordinaire pour l'entreprise. Ben oui, absolument. Puis c'est ce qu'on veut, ben, justement, parce que si tout le monde se sent bien, tout le monde se sent mieux, ben c'est l'entreprise, justement, dans son ensemble qui se porte mieux. Et bien sûr, c'est ce qu'on souhaite. Shiraz, tu nous as partagé vraiment plein de belles choses, des belles histoires. Tu nous as parlé de tes services. On a mieux compris c'est quoi qu'on entend par communication interculturelle. Alors, bien sûr, je te remercie infiniment pour tous ces riches partages-là. Mais s'il y avait une chose à retenir, hein, là, je sais que tu nous as parlé de bienveillance, de toutes sortes de choses, mais s'il y avait une chose à retenir parmi tout ce que tu nous as dit aujourd'hui, qu'est-ce que tu aimerais que les gens gardent justement de cet épisode-là? Tu aimerais qu'ils restent avec quoi justement? Mon Dieu, quelle question! Ah, j'aimerais ça qu'ils gardent le mot bienveillance. Pour moi, c'est vraiment important. Le partage des mots, le partage des sentiments, le partage du travail, le partage. euh, pour moi, c'est vraiment là-dessus que se base la communication entre les humains. Et peu importe qu'on vienne d'ailleurs ou qu'on vienne d'ici, on a tous besoin de communication, Alain. Peu importe. Dans mon domaine à moi, on l'appelle communication interculturelle, mais je suis sûre que, au fait, c'est de la communication humaine. C'est juste prendre le temps d'écouter l'autre et d'essayer d'être attentif au langage non verbaux. Tu sais, j'ai fait une intervention dans une entreprise, ils me disent, ben, je ne sais pas, moi, si est à l'aise ou pas à l'aise. Ben, tu le sais. Le temps d'écouter, mais d'écouter avec nos oreilles, d'écouter avec nos yeux, d'écouter avec notre présence. Alors pour moi, c'est ça ce qui est important. C'est vraiment la communication humaine en général. Oui, tout à fait. Et c'est très beau et je trouve que ça termine vraiment donc cet échange-là sur une belle note, là, vraiment très, très belle et très positive. Alors donc, Shiraz, merci infiniment vraiment pour tous les beaux partages que tu nous as apportés aujourd'hui. Et bien sûr, dans la description de l'épisode, les gens vont pouvoir retrouver toutes tes coordonnées qui leur permettront d'en savoir davantage sur ce que tu fais, sur qui tu es. Alors si donc ils aimeraient en savoir plus, il y
auront toutes les informations pour pouvoir le faire parce que je suis sûr que tout ce que tu nous as apporté aujourd'hui, ça va assurément avoir sonné des cloches chez des gens qui auront certainement envie peut-être d'en savoir plus et d'aller plus loin dans cette démarche-là. Donc, ils auront toutes les informations, bien sûr, pour pouvoir le faire. Merci Alain pour l'invitation. Ça a été un vrai plaisir de discuter avec toi, vraiment. Ben, plaisir grandement partagé, Shiraz. Alors, merci encore donc de ta présence et à tous, on se retrouve en septembre prochain pour la 3e saison de l'Écho du bien-être. Merci d'avoir été à l'écoute de l'Écho du bien-être. Si cet épisode vous a inspiré, touché ou simplement donné envie de semer un peu plus de bien-être autour de vous, je vous invite à vous abonner au podcast pour ne rien manquer des prochains épisodes. Vous pouvez nous suivre sur YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, là où vous écoutez déjà vos balados préférés. Et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à partager l'épisode ou à laisser un mot en commentaire. C'est la meilleure façon de faire rayonner ces belles initiatives en entreprise. On se retrouve très bientôt pour un prochain souffle dans l'Écho du bien-être.